Donc ce soir, ou aujourd'hui, en fait ça dépend à quelle heure vous écoutez ça, nous allons nous plonger dans une étude publiée en 2021 par une équipe de chercheurs espagnols dans le Journal of Archaeological Science Reports, dont le titre est sans appel Echids can also make stone artifacts, ou les échidés peuvent aussi produire des artefacts lithiques, dans laquelle on apprend que les échidés taillent effectivement la pierre. Alors, les primates ne seraient pas les seuls à savoir tailler des outils? Une civilisation équine existerait-elle dans l'ombre de la nôtre? Est-ce Waouh, que les chevaux nous contrôlent depuis toujours? j'en étais sûr. Possible, hein. Eh bien, malheureusement, les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans cette étude. Mais par contre, inutile de céder à la panique, il y aura des éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc, comme j'avais fait pour d'autres chroniques, je vais me contenter en fait de résumer un article dont vous aurez la référence dans les commentaires, et je vais ajouter quelques éléments aussi pour aider à la compréhension générale. Imaginons tout d'abord qu'en vous promenant dans la nature et en retournant à la terre d'un jardin ou d'un champ, vous tombiez sur un éclat de roche qui présente clairement des traces de taille. Ensuite, en comparant votre trouvaille avec des images de référence, vous remarquez que cela ressemble énormément à des outils lithiques datés de plus d'1 million d'années. Avant de réécrire l'histoire de l'humanité, il est nécessaire de prendre en compte d'autres pistes qui, à première vue, pourraient paraître surprenantes, notamment en vous interrogeant sur les autres espèces qui ont pu fréquenter ce terrain. La taille intentionnelle d'outils en pierre, c'est l'un des marqueurs de l'évolution des hominina, c'est-à-dire grosso modo la branche des primates à laquelle nous appartenons, incluant aussi les australopithèques et tous les représentants du genre Homo. Les plus anciens artefacts lithiques liés à la taille d'outils remontent potentiellement à 3,3 millions d'années au Kenya, bien qu'ils soient encore sujets à débat. Ils seraient possiblement attribués à Kenyanthropus platyops ou Australopithecus afarensis. Mais de manière plus certaine, on retrouve des outils taillés dans les couches archéologiques à partir de 2,6 millions d'années qui ont été vraisemblablement produits par Homo habilis. Que là, j'imagine que pour les préhistoriens que vous êtes, ou en tout cas amateurs ou guides, bien ça, sûr. ça doit vous parler. Oui, Bien sûr. ces Ah dates. ouais. Là, c'est des chiffres clés. Des dates clés dans la compréhension de la lignée humaine. Eh oui. Donc ces premiers outils du paléolithique inférieur sont couramment appelés des galets aménagés. Et ils se caractérisent principalement par le débitage d'une roche, donc c'est-à-dire l'enlèvement d'éclats depuis un bloc, sur un ou deux plans de frappe, de manière à obtenir une arête vive et tranchante. Cette technique, elle est dite unipolaire quand un seul côté est taillé, et bipolaire lorsque les enlèvements se font sur deux bords opposés. Pour obtenir cela, la roche elle est posée sur une surface en pierre fixe qui sert d'enclume, et ensuite elle est percutée. La taille unipolaire se fait par la percussion d'un seul bord à main levée. Et ces productions elles laissent des éclats qui sont caractéristiques en forme de lamelles. Et le but de ces galets aménagés n'est pas encore certain, mais on suppose qu'ils servaient d'outils pour racler, trancher, ou bien de nucléus, donc c'est-à-dire de blocs de matière première, pour obtenir des éclats qui, eux, serviront d'outils. Mais vu la relative simplicité de ces objets, il est normal de se poser la question suivante. Comment être certain qu'ils soient bien taillés volontairement et non le résultat d'un processus naturel qui se passerait de l'humain? Et bien pour ça, en fait, la taille d'outil peut se différencier de l'éclatement naturel des roches par une série de critères observables à l'œil nu. On a la présence de cassures ayant la forme de coquilles circulaires, qui sont dites conchoïdales. On a l'impact contrôlé d'une percussion, que l'on peut distinguer grâce à l'aménagement de surfaces de frappe, qui ressemblent à de petites plateformes. On a l'enlèvement répété et en séquence, donc c'est-à-dire dans un certain ordre, des éclats sur un même bloc. Et les roches présentent aussi des points d'impact en forme de bulbes en négatif sur le côté opposé à l'impact de percussion. Donc jusqu'à récemment, la différenciation entre la taille de la pierre par les hominina par rapport à d'autres pressions exercées naturellement sur la roche, elle était plutôt simple. Mais il y a des découvertes qui ont remis quelque peu en question ce modèle. Déjà, dans certains cas, le frottement naturel des galets dans des conglomérats rocheux peut occasionnellement entraîner le détachement accidentel d'éclats et créer ce que l'on appelle un géofact, c'est-à-dire un objet lithique qui ressemble à un artefact taillé intentionnellement. Cependant, il ne s'agit généralement pas de détachements multiples à partir d'un même bloc, et il n'y a pas non plus de traces d'aménagement pour la taille. Mais là où le problème se complexifie, c'est lorsque d'autres animaux utilisent aussi des pierres. Les chimpanzés sauvages, par exemple, font usage d'outils pour casser des noix.
L'étude des roches utilisées et des éclats que cette activité peut produire montre néanmoins qu'il n'y a pas de ressemblance avec ce que l'on trouve en archéologie. Ceci dit, il a quand même été observé la taille intentionnelle d'outils par des bonobos, mais dans un contexte de captivité uniquement. Et les bonobos sont parvenus à produire des blocs taillés ainsi que des éclats qui ressemblent pour le coup fortement à ceux créés par les hominina. Et en fait, il y a une analyse visuelle qui permet cependant de les différencier des outils retrouvés en contexte archéologique et surtout le cadre particulier, vu qu'on est en captivité, de ce type de production permet d'éviter d'éventuelles confusions. À ce jour, la taille intentionnelle d'outils en pierre n'a pas été documentée à l'état sauvage ni chez les bonobos ni chez les chimpanzés. Mais curieusement, ce n'est pas chez les grands singes qu'il faut chercher pour trouver des similarités et une possible confusion avec des vestiges archéologiques. En effet, l'utilisation d'artefacts en pierre se retrouve dans le comportement d'un autre primate, le singe capucin. Et d'ailleurs, si vous préférez son nom historique d'origine toupie, vous pouvez appeler le capucin Sapajou. Voilà, Sapajou. Je peux faire ma propre pub pour mes propres chroniques. Et oui, allez voir l'épisode sur les toupies d'Amba, il est excellent. En plus, on vous apprend à cuisiner de délicieux ragoûts humains. Ouais. Le singe capucin, c'est la seule espèce de primate non humain à l'état sauvage qui frappe intentionnellement une pierre contre une autre dans le but de la briser. Et ça peut paraître surprenant, surtout pour nous sapiens, mais il n'y a pas d'intention fonctionnelle dans ce comportement. Le but recherché n'est pas de fabriquer un outil, mais simplement de casser la roche. Et les capucins lèchent par la suite l'intérieur de la pierre brisée pour obtenir un nutriment qui est présent dedans, qui est le silicium. Ok. Et plus étonnant encore, c'est leur technique pour arriver à ce résultat. Les capucins, ils frappent les galets plusieurs fois sur des roches fermement fixées au sol qui leur servent d'enclume. On a donc une surface taillée et l'extraction répétée d'éclats sur un même bloc. Bon, alors petite précision, à ce jour, il n'a jamais été rapporté que les capucins se livrent à la taille de 2 roches détachées du sol. Mais de fait, il faut quand même rester vigilant parce que les produits résultant de ce comportement qui est propre à ces singes sont considérés comme similaires à ceux résultant de la fabrication intentionnelle d'outils en pierre. Parce qu'on a bien des éclats en forme de lamelles, la présence de bulbes de percussion, des enlèvements multiples parfois sur une même surface et des cassures conchoïdales montrant parfois des frappes récurrentes portées depuis une direction unique. Selon l'état de la recherche actuelle, ces artefacts ne peuvent donc tout simplement pas se distinguer de certains exemples archéologiques du Paléolithique. D'ailleurs, quelques-uns peuvent même être classifiés comme des galets aménagés, puisqu'en fait ils en présentent toutes les caractéristiques. Et ça c'est plutôt embêtant, parce que ça signifie que les critères visuels courants pour interpréter un objet lithique en tant qu'outil archéologique, en fait ils se trouvent dépassés par ce contre-exemple. Tout au plus, ils permettent de témoigner de l'intentionnalité d'une taille, mais plus vraiment d'en interpréter l'usage de l'artefact. Du coup, cette découverte, ça a été une véritable mise en garde pour les archéologues. On en parlera peut-être d'ailleurs dans une future chronique, mais il y a des polémiques qui ont pu se poser, qui sont encore d'actualité, notamment à travers l'exemple du site de Pedra Furada, au Brésil, où ont possiblement été retrouvés les artefacts lithiques les plus anciens d'Amérique, mais où sont présents aussi les capucins. Et en fait, le comportement de ces singes est en partie, parce qu'il y a aussi des charbons anciens qui ont été retrouvés, mais est en partie à l'origine de l'une des plus grandes controverses archéologiques de notre époque. Et du coup, il est temps pour nos chevaux de rentrer en scène. Donc l'équipe de chercheurs espagnols est parvenue à démontrer que d'autres mammifères que des primates peuvent aussi être à l'origine d'artefacts lithiques taillés. Et alors que les capucins ne se retrouvent qu'en Amérique du Sud, les équidés, eux, sont beaucoup plus répandus géographiquement, et les ancêtres les plus récents des espèces actuelles remontent à la période du Miocène, donc c'est-à-dire il y a plusieurs millions d'années. Et cette découverte peut donc avoir potentiellement un impact qui est assez fort. Mais avant d'entrer dans les détails de l'étude et de ses implications, d'après vous, pourquoi les équidés taillent des cailloux ? Pareil, peut-être pour récupérer le silicium qui est à l'intérieur, ou le sel, ou des trucs comme ça. Ou Parce que alors les c'est chevaux, juste ils le adorent lécher des hasard boîtes et, de sel. Non, ou alors c'est leur cerveau qui, sans faire exprès, par pression, casse des cailloux en fait par terre. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça aurait pu être fait par beaucoup d'autres. Ouais, c'est ça, du coup, les ouais. cervidés ou Ah, les bovidés oui. pourraient le Ouais. faire aussi. Eh bien, en fait, Clément, t'as raison. Ah merde. C'est Ah, ça. parce que j'avais déjà lu ça quelque part. Ah merde, ouais, mais en même temps, on peut rien faire contre quelqu'un qui a des connaissances en animaux comme ça. C'est ma première idée aussi. Mais... En fait, ce comportement, il est spécifique aux équidés, apparemment, parce qu'il leur sert à raboter leurs sabots.
Et en fait, les sabots poussent naturellement jusqu'à plus d'1 centimètre par mois, donc en fonction des saisons et du régime alimentaire. Et donc il est nécessaire de les raboter régulièrement. Dans le domaine vétérinaire, l'entretien des sabots par des humains est appelé le parage. Et le phénomène particulier où l'animal cherche lui-même à raboter ses sabots est appelé l'autoparage. Il s'agit d'une pratique qui est déjà connue et étudiée. Par exemple, en 2006, une expérience sur un troupeau de 40 poneys a montré qu'en 3 mois, la taille des sabots pouvait être réduite de 32 à 38% lorsqu'ils les rabotaient eux-mêmes sur le sol. Et c'est lors d'une autre expérience de ce type que l'un des co-auteurs de l'article que l'on traite actuellement a observé que des ânes domestiques frappaient des pierres avec leurs sabots jusqu'à les briser. Et selon le propriétaire de la ferme où cette observation a été faite, en fait il s'agit d'un comportement régulier et tout à fait normal pour ces animaux. Et donc c'est suite à cela qu'une expérience spécifique avec un focus sur les produits de ces activités de taille par des préhistoriens a été menée. Donc jusque-là, aucune étude d'artefacts lithiques produits par le piétinement d'animaux, y compris humains, n'a jamais montré de résultats qui puissent être confondus systématiquement avec des productions archéologiques intentionnelles. Mais avec l'autoparage des équidés, il a été mis en évidence plusieurs détails intéressants, comme la présence d'impacts multiples sur un même bloc de roche et des dégagements d'éclats de la même manière que ce qui avait été documenté chez les Capucins. L'étude a été menée dans une ferme à Sotos, au centre de l'Espagne. Le groupe expérimental se composait de 3 ânesses adultes, aux sabots non ferrés, pesant entre 200 et 300 kg, et une jument de 500 kg. Leur enclos d'environ 1 hectare contenait dans un coin des roches calcaires qui avaient déjà été cassées dans le passé par les ânesses. Le protocole mis en place a donc été le suivant. Après s'être à nouveau assuré de ce comportement, les chercheurs ont introduit 12 galets de quartzite et 2 galets de silex de dimensions et aspects similaires à ceux utilisés au Paléolithique inférieur en Afrique de l'Est, pour 2 expériences consécutives sur 52 jours. Il y avait vraiment que des préhistoriens pour penser à ce genre de choses. Cependant, à cause de la méfiance des animaux à l'égard des personnes étrangères à la ferme, les chercheurs n'ont pas pu assister en permanence au processus, mais le propriétaire de la ferme a surveillé quotidiennement l'enclos et a été le témoin visuel du piétinement de ces pierres par les ânesses et la jument. Ces observations ont aussi été confirmées par image grâce à une caméra, bien que, c'est précisé dans l'étude, la caméra est parvenue à filmer que les ânesses et non la jument. L'ensemble des artefacts lithiques a ensuite été cartographié et collecté, puis ils ont été comparés à un corpus archéologique établi provenant de plusieurs sites africains et à des échantillons produits par des capucins. Les données ont ensuite été compilées, traitées statistiquement par un algorithme informatique. Et les résultats sont assez étonnants. Parce qu'en fait, ça montre une technique de taille qui est très similaire à celle de l'Oldowayen, donc c'est-à-dire une industrie lithique datée entre 2,6 et 1,4 millions d'années, avec un débitage bipolaire à 2 plans de frappe. En fait, les galets taillés par les ânesses et la jument reposaient sur la surface du sol et du coup ont subi la pression du poids des animaux, ce qui a eu un effet comparable à une forte percussion au niveau des parties supérieures et centrales des blocs. Du coup, ça a entraîné leur rupture en différents fragments. Et les éclats ainsi obtenus présentent les caractéristiques typiques de ce qui se retrouve dans l'industrie oldowayenne, à savoir les critères visuels dont on a parlé précédemment. Il y a même un des éclats qui présente des traces de retouche, c'est-à-dire que d'autres éclats ont été détachés à partir d'un même éclat. Et du coup, ça, c'est assez exceptionnel. Les auteurs insistent bien ici en précisant que si cet artefact avait été retrouvé en contexte archéologique, il aurait été formellement identifié comme quelque chose d'intentionnel, un artefact intentionnel. Il en va de même d'ailleurs pour des éclats plus simples qui sont similaires à ce que produirait une industrie de taille d'outils. D'une manière générale, les équidés tendent cependant à produire moins d'éclats que les capucins. On est à 3,4% contre 12,6% à volume égal de matière première. Mais du coup, c'est suffisant pour permettre aux chercheurs d'avancer que la production de ce type d'artefact n'exige ni ne sous-entend ni un processus cognitif complexe, ni une biomécanique qui est semblable à une main de primate pour arriver à de tels résultats. Au niveau du traitement informatique et statistique des données, l'analyse a montré un taux de similarité flagrant avec les objets issus de sites de référence du Pléistocène inférieur en Afrique de l'Est, en appuyant encore plus la possibilité de confusion avec une industrie oldowayenne. Ça, c'est assez dingue quand même. Alors bien sûr, cette étude, elle a quelques limites. Tout d'abord, le groupe expérimental est plutôt réduit, même si les chercheurs le considèrent comme suffisant pour en tirer des conclusions.
Ensuite, il est important de noter que ce comportement n'a pas encore été identifié dans la nature, seulement dans un contexte de captivité. Et comme les auteurs le soulignent, c'est également le cas des observations qui avaient été faites chez les bonobos. Cependant, cela n'invalide pas la pertinence d'une telle découverte, puisque les produits sont suffisamment clairs et parlants. D'ailleurs, si à l'article, dans le commentaire, vous verrez les photos, c'est assez clair. L'étude prouve non seulement que la fabrication d'objets en pierre n'est pas propre à la lignée des homininés ou aux capucins, mais attire l'attention sur une autre problématique. Désormais, il est évident que les archéologues seront contraints de trouver de nouveaux éléments pour différencier des artefacts produits par des homininés de ceux générés par d'autres primates ou maintenant peut-être équidés. La confusion peut en effet rapidement se glisser dans le cas où des artefacts isolés ou en petits groupes sont retrouvés dans des endroits où sont aussi présents des sites archéologiques. En particulier, les auteurs citent comme exemple des lieux dans lesquels se sont côtoyés ou succédés par intermittence des groupes d'homininés et d'équidés. Ces deux lignées ont en outre coexisté dans les mêmes types d'habitats et dans des contextes géographiques similaires, à la fois en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique, et ce pendant la majeure partie de l'évolution humaine. Donc on commence à cerner un peu le problème qu'il peut avoir. Pour aller plus loin, si les chercheurs pensent que si les équidés cherchent intentionnellement des sols durs pour tailler leurs sabots, il est possible que ce comportement les entraîne dans des milieux où les roches et les galets se trouvent en abondance. De fait, il est jugé probable que cela puisse aboutir à des découvertes de ce type d'artefacts dans ce type de milieu. Donc il est quand même nécessaire de préciser que si la plupart des résidus lithiques de l'autoparage des équidés ressemblent à des fragments naturels ou des géofacts, certains, comme on l'a vu, présentent des caractéristiques d'une technique de taille bipolaire. Et depuis cette étude, les auteurs insistent, ils insistent pas mal dans cet article, que c'est quelque chose qui ne peut être ignoré, et surtout quand on fait de la recherche sur l'évolution humaine de manière générale. Plusieurs études sur la production d'artefacts par les primates sont concentrées sur la dimension des éclats, leur nombre et la présence de cassures conchoïdales. En utilisant ces critères, aucune différence avec les outils oldowayens n'a pu être constatée, et ce qui aurait pu aboutir à des méprises. De la même manière que la découverte de la taille de la pierre par les capucins, l'usage seul de ces critères est inefficace pour caractériser une taille intentionnelle d'outils, au risque de classifier bon nombre d'artefacts comme des productions paléolithiques. Donc les auteurs concluent que d'autres critères doivent être pris en considération. Il y a une sorte d'ouverture qui est à la fin de l'article pour pouvoir justement prouver cette distinction. À l'échelle de l'objet en lui-même, cela pourrait être l'emplacement des points d'impact, la préparation des surfaces de percussion ou l'analyse hiérarchique des séquences de débitage. Par exemple, lors d'une taille incontrôlée, comme pratiquée par les équidés, les éclats ont tendance à être moins réguliers, la réduction du nucléus est plus faible, et celui-ci n'est généralement pas débité en séquence, ou alors ce sont des séquences accidentelles. Et ça, c'est aussi valable chez les capucins, contrairement aux outils excavés depuis des sites archéologiques. Et du coup, pour finir, et l'article ne l'aborde pas, mais je ne peux m'empêcher d'aller un peu plus loin et de me poser une question. Si cette pratique finit par être découverte chez des équidés à l'état sauvage, est-il possible qu'une part, même infime, de ce qui se trouve dans nos musées soit d'origine équine ? Franchement, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Donc voilà pour ma petite chronique. Sans trop spoiler, la prochaine sera aussi probablement consacrée à un mystère lithique. Je pense aussi reproduire ce format, donc prendre une étude publiée, en parler. Donc pour moi, c'est moins chronophage, c'est plus facile à préparer que des grosses synthèses sur des sujets. Et je trouve aussi que ça permet de se plonger plus en détail sur les processus et les méthodologies qui permettent de produire des connaissances. Donc n'hésitez pas à me dire, que ce soit vous ou dans les commentaires, s'il y a des commentaires, j'espère. Commentez, s'il vous plaît. Commentez, N'hésitez pas à partagez. me dire ce que vous pensez. Voilà, je suis encore en fait à la recherche d'un équilibre un peu entre vous partager des sujets intéressants et faire en sorte que ça me prenne pas trop de temps. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous écrire mes petites histoires. Oh, c'est beau. Merci Nico, merci. C'était passionnant, vraiment l'idée que des chevaux, enfin qu'on puisse avoir sur nos sites archéologiques des trucs qui sont faits par des chevaux ou des ânes plutôt que par des humains, c'est assez dingue. Donc franchement, c'est un travail de recherche qui est assez fou, je trouve. Moi, ça me faisait penser à un truc sur ce coup des animaux qui utilisent pas des outils, mais des fonctions que nous, on utilise régulièrement. C'est l'oiseau là qui utilise du feu
pour Ah faire, oui. Oh. pour faire fuir ses proies en fait de petits bosquets. Oui, c'est vrai. Alors je crois que c'est un rapace, mais je sais plus c'est lequel. Ouf. Et il produit le feu du coup? Enfin, il arrive Non, en à. fait, ça c'est un faucon. Et en fait, il va récupérer des branches enflammées pour aller les envoyer dans des petits bosquets. Et ensuite, il va récupérer sa proie qui s'enfuit à cause du C'est feu. ouf. C'est Ouais. ouf. Voilà, donc après, très philosophique, mais est-ce que finalement l'outil, en tout cas l'utilisation d'un objet extérieur à des fins de survie, est-ce que c'est vraiment que l'homme ou finalement, voilà, est-ce que l'outil c'est maintenant un argument pour dire que on est un être humain? Parce que je crois que c'est ça, pour faire la différence entre Australopithèque et Habilis, à la base, hein, c'était l'outil, une des grandes, un des grands arguments. Ouais, c'est ça. Bah, à part Mm. ce site au Kenya dont j'ai oublié le nom. Ouais, oui, parce que maintenant on sait que oui, que Australopithèque et Paranthropus, ils faisaient des galets. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site au Kenya? Bah, c'est le site où justement on a trouvé Avec- des outils qui Avec les sont Ouais, c'est ça. possiblement attribués à Kenyanthropus ou Australopithèque. Ouais. Est-ce que Mais du coup, il me semble que la controverse est toujours en cours. Enfin, je crois pas qu'elle a été tranchée. si c'est au Kenya, il y a peut-être une chance pour que ce soit au lac de Turkana. Ils ont trouvé des outils là-bas aussi, il y a je sais plus combien de millions d'années. Je me rappelle plus du tout du site. Je suis assez mauvais en. De toute façon, il y a en tellement paléontologie. de, c'est ce qu'on se disait en off avec Raph, c'est qu'il y a tellement de créatures qui fabriquent finalement des objets, même encore aujourd'hui, ou qui pratiquent des choses qu'on pensait, enfin, je veux dire, on va aller dans l'extrême direct, rien que les fourmis qui pratiquent l'agriculture et l'élevage, ça te fait réfléchir sur est-ce que c'est vraiment spécial ce que nous on fait. Ou d'une les certaine manière. termites qui font de l'architecture, genre C'est ça, même les blaireaux auto-régulés en aussi, les température. terriers qui créent, Ah, c'est des trucs de malade. C'est clair. Les castors qui sont des bâtisseurs de l'extrême. Enfin, finalement, on est sur la planète que des créatures parmi d'autres. C'est juste que Voilà. nous, on fait des autoroutes, quoi, en plus. Bah, et le castor, c'est le deuxième être vivant qui a le plus chamboulé son environnement après nous. Ouais. Oh C'est putain. Parce que du coup, vu qu'ils bloquent des cours d'eau, ça C'est change clair, l'environnement mais oui. autour. On est juste des gros castors, en fait. On a un plus Voilà, grand impact. pour le coup, pour les équidés, c'est pas vraiment des outils. Genre, ils s'en servent pas, c'est vraiment plus des trucs Oui. qui ressemblent énormément. Donc Oui, c'est- qui Ouais, ressemble, c'est oui, ça, non, mais c'est bien marrant. sûr, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est pour qu'est-ce qui fait la Oui. spécificité d'une espèce, pour nous, c'est probablement, enfin, en tout cas, de mon humble point de vue, c'est pas forcément l'outillage, quoi. T'imagines Ouais, c'est clair. une Terre, hein, une planète avec 6 milliards de castors, le bordel que ça peut être. Il ferait des immenses barrages. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.